Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de Paroles en écriture. Ce vendredi 2 février 2024, j'ai assisté avec grand plaisir à la présentation et la dédicace du livre de Gérard Minchella, qui fut le dernier secrétaire de Claude François, au fonds de dotation Claude François qui se trouve à Paris, rue Gambetta, dont la fondatrice n'est autre que Odile Vignal. Je vous laisse écouter donc Gérard Minchella, qui nous expose ses souvenirs, ses anecdotes auprès de Claude François. La particularité d'être le dernier secrétaire de Claude François, alors bon, j'ai fait un passage tout à fait éphémère, mais bon, j'ai plein de souvenirs avec lui, parce que je l'ai rencontré bien avant de travailler avec lui. J'ai la particularité d'avoir fait un passage éphémère, parce qu'il m'a engagé le 3 mars 1978. Et comme chacun sait, il a eu cet accident stupide le 11 mars, donc j'ai travaillé 8 jours à son service. Voilà, c'est pour ça que ce passage éphémère me donne la particularité d'être son dernier secrétaire, sinon derrière moi il n'a pas pu en engager d'autres. Voilà, donc, mais j'avais fait sa connaissance parce que j'ai 30 ans de métier, j'ai travaillé avec plein de gens. J'en parle dans mon bouquin d'ailleurs. Bon, j'ai travaillé avec Delpech, avec Julien Clerc, avec Gérard Lenormand, avec C. Jérôme, avec Carlos qui m'a d'ailleurs présenté Claude François. Voilà, et puis Julien Clerc, je sais plus, j'en oublie certainement. Enfin, j'ai 30 ans de métier, en qualité de régisseur de spectacle, secrétaire d'artiste, manager d'artiste pour certains, j'avais plein de casquettes. Voilà, donc Claude François, je l'ai rencontré, bon, dans mon bouquin, j'ai écrit ce bouquin en trois, voilà, il y a 3 volets. Il y a l'aspect, je commence par l'aspect souvenir, c'est-à-dire, bon, j'ai eu environ 6 ans de souvenirs avec lui, de 72 quand je l'ai rencontré jusqu'à 78 au moment de sa disparition. Et puis ensuite, j'évoque ma semaine de travail, de collaboration chez Flèche avec lui. Et puis le dernier volet, c'est ma partie fan, parce que bon, bah, finalement, j'ai été gâté dans mon malheur, j'ai été gâté parce que j'étais fan de Claude François. Quand je l'ai vu pour la première fois sur scène, j'avais 16 ans, c'était le 27 novembre 65. Voilà, parce qu'on a 10 ans d'écart, hein. Moi j'ai 75 ans, Claude en a eu hier, on aurait eu 85, c'était son anniversaire hier. Voilà, donc on avait 10 ans d'écart, je suis né en 49, lui en 39. Donc au cours de cette multitude de fréquentation d'artistes, le premier artiste avec lequel j'ai collaboré longtemps, et puis il a même été jusqu'à être mon témoin de mariage. Voilà mon témoin à charge, puisqu'il s'agit de Carlos. Donc, il a été mon témoin. Et Carlos, dans les années 70, au moment où je l'ai rencontré, pour les plus anciens, peut-être, je vais vieillir personne, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent d'Hubert Wayaf d'Europe 1, qui présentait l'émission Dans le vent, qui présentait le hit parade d'Europe 1 dans les années, fin des années 60, début des années 70. Voilà, donc... Ça nous dit quelque chose. Voilà, Hubert Wayaf, qui malheureusement lui aussi est décédé. Donc, Carlos avait cette particularité-là. Au cours de ses premiers balbutiements d'artiste, il avait la gérance d'un restaurant rue Saint-Benoît à Saint-Germain-des-Prés qui s'appelait Le Distinguo, une co-gérance avec Hubert. Et moi, c'est devenu rapidement ma cantine, travaillant avec lui. Et un soir, je dînais, on croisait tout le monde. C'était l'endroit où il fallait être. C'était le neutre de Saint-Germain-des-Prés. On y croisait aussi bien Hallyday, Belmondo, enfin, les gens célèbres du moment. Et un soir, je dînais avec une copine, puisque c'était ma cantine au moins 3 ou 4 fois par semaine. Carlos vient, me tape sur l'épaule, il me dit « T'as fini de dîner ?» Je lui dis « Non, pas encore. » Il me dit bah, « Quand t'auras fini, viens, je vais te présenter ton idole. » Et donc, moi, je tournais le dos et la copine en face, je lui dis, il va me présenter mon idole. Elle me dit, bah, je sais pas, Claude François vient d'arriver. Elle le voyait, moi, je le voyais pas parce que je tournais le dos à la salle. Donc, bon, bah, j'ai terminé mon repas, je suis allé les rejoindre à leur table.
Voilà, j'ai serré la main de Claude François et j'ai pas quitté le mot parce que j'étais impressionné. J'avais à l'époque, c'était en 72, j'avais 23 ans, mais j'étais assez timide. Voilà, bon, et puis il m'impressionnait parce que je l'avais déjà vu une bonne trentaine, une quarantaine de fois sur scène. Bon, j'avoue que j'ai pas pipé bon ce soir-là, mais au cours de quelques anecdotes, il préparait, il rentrait d'une répétition, il venait boire un verre ici, et il préparait sa tournée de 72, le chapiteau, la tournée des périphériques, la tournée des banlieues. Et donc, bon, en partant, il dit à Hubert, aussi bien qu'à moi et à Carlos, voilà, qui étions là à sa table, il dit, bah, les mecs, si vous voulez, vous viendrez me voir, on pourrait se faire une bouffe ensemble après. Bon, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, il s'en va, moi je n'ai pas desserré les dents pendant la demi-heure, la voilà Nicole. Et j'ai pas desserré les dents de ce moment-là, et... anecdote que je peux raconter comme ça, ou que je cite dans mon livre, mais Slim Pézin, je l'ai rencontré à l'époque où j'étais en tournée avec Sardou en 74, j'ai fait 2 Olympias avec lui, il était le chef d'orchestre, il n'était pas le chef d'orchestre, c'était Guy Guermort qui était le chef d'orchestre de Sardou, il était guitariste de Michel Sardou en 74 et 75, Slim Pézin. Mais il est revenu après en 87, je crois. Chez Sardou? Chez Sardou, oui, parce que quand il était au Palais des Congrès, je crois 87, il y avait déjà Slim qui était revenu en tant que guitariste. Bon, il y avait bon, toutes les grosses pointures. À Paris, les artistes s'entouraient de grandes pointures comme Slim Pézin, Marc Chantreau, percussion. Voilà, c'était un guitariste hors pair. Oui, oui. Non, puis c'était une perle de bonhomme. Moi, j'ai un excellent souvenir Mais bon, hier, j'étais pas dispo, malheureusement. Une fois de plus, j'avais un rendez-vous hier matin. Tu l'avais rencontré, Slim Ah, mais j'ai fait 2 tournées avec lui et 2 Olympiens. Mais je ne l'ai pas rencontré chez Claude, je l'ai rencontré quand il travaillait chez... il était musicien de Sardou, mais il n'était pas chef d'orchestre chez Sardou, c'était Guy Guermort, un pianiste qu'on appelait Gisèle, parce qu'il était un peu comme ça, on l'appelait Gisèle, son chef d'orchestre à Sardou à l'époque, et donc voilà quoi. Mais bon, j'ai fait, je sais pas, 2 tournées je sais pas, d'une quarantaine de dates, tu vois, donc j'ai bien connu Slim. Voilà, c'était un adorable garçon, mais chez Claude, non. Chez Claude, je ne l'ai pas rencontré pour la simple et bonne raison que la quarantaine ou cinquantaine de spectacles, ça oscille entre ces 2 chiffres-là. De spectacles que j'ai vus de Claude, c'était à l'époque où j'étais fan, j'ai commencé à 16 ans, le premier spectacle, je répète, je l'ai vu le 27 novembre 65 au Palais d'Hiver de Lyon. Et tout ce qui était dans un rayon, on va dire, de 100-150 km autour de Lyon, j'y allais en train. Après, quand j'ai eu mon permis, j'y allais en bagnole. Vous expliquez en fait que vous êtes arrivé donc sur Paris dans les années 70-71. Je suis arrivé en 71 à Paris. Et votre but, en fait, premier, était vraiment de rencontrer... Claude François était mon parangon. J'ai eu envie de venir... par obligation, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de délocalisation, tout transitait par Paris. Et le fait est que, bon, j'ai appris la musique grâce à Claude François, que j'ai découvert en 62, 3. Les premiers disques. La première fois que j'ai entendu Claude François, c'était... moi, je voudrais bien me marier. Ah, elle est belle, celle-là. Voilà, qui était Bachelor Boy, une adaptation de Cliff Richard. J'aime bien cette chanson. Voilà, Bachelor Elle est Boy, marrante, la version originale. Et donc, ça m'a donné, ce qui m'a donné envie de chanter, paradoxalement, comme je dis, c'est Claude François, c'était plus sa façon de se mouvoir qui me branchait. Et bon, alors que moi, je remue comme un sac de lentilles. Mais c'est vrai, bon, mais j'ai eu envie de chanter, envie d'écrire des chansons, des mélodies sympas, et j'ai donc appris la musique. Alors j'ai fait 2 ans, 1 an de solfège ou 1 an et demi de solfège, j'ai pris des cours d'harmonie, je lis dans les 2 clés, sol et fa. Voilà, mais je suis un très mauvais instrumentiste. Pour reposer ma voix, je ne ferai pas d'intermède musical parce que je joue
beaucoup moins bien que les enfants qui ont joué tout à l'heure, et qu'Isabelle, présente. Voilà, donc... et votre but, c'était vraiment de le rencontrer? Non, c'était pas de le rencontrer, c'était de chanter. Et j'ai chanté, j'ai fait, si vous observez sur Internet, il y a des 45 tours de moi qu'on peut écouter, j'en ai fait 5 ou 6 ou 7. Et vous en parlez au début du livre. Voilà, j'en parle au début du livre. Mon premier disque, ça commençait, j'étais déjà intéressé par les jeunes femmes de qualité, puisque ça s'appelait « Je cours après l'amour ». C'était mon premier 45 tours. Vous pouvez nous chanter un petit air? Non? Je cours après l'amour. Non, pas forcément celui-là, mais puisque vous chantiez. Me demandez pas de m'accompagner au piano. Non, mais a cappella, ça doit être. A cappella. Le dernier qu'on trouve sur Internet, c'est quoi? C'est Le goût des tartines. C'était un soir, je rentrais, j'ai écrit cette chanson en 10 minutes, et c'est ma chanson préférée, mon texte préféré. Ayez la curiosité de vous taper mon nom sur YouTube, Gérard Minchella, et vous pourrez entendre celle-là, en entendre une autre, je crois la face B de... Voilà, mais Le goût des tartines, c'est un texte en un et en in, bon, qui est un peu... alors bon, c'était, je tournais en rond et j'allais au cinéma avec ma femme et je trouvais pas de place, il n'y avait pas de place, le parking était complet. Et en 10 minutes, en faisant une réflexion toute bête, la première phrase c'est « Il n'y a plus de place dans le parking, je tourne en rond, je vais, je viens. Au ciné pour le film, il n'y a plus un strapontin. Je ne vois rien d'autre. Je ne vois rien aux vitrines, dans les grands magasins et dans les magazines, on ne parle plus de rien. Côté cœur, côté court, à l'envers, à l'endroit. Je rate mes coups d'amour, pas toujours. Je me tape sur les doigts tout au long du parcours. Moi j'avance de Guingois, je suis toujours qui revient. Jean Gainsbourg sans Birkin, style Giscard sans destin. Dans le 2 pièces cuisine de mon fief parisien, même le goût des tartines a suivi ton chemin. Voilà, puis il y a deux autres couplets. J'ai écrit ça en 10 minutes. En partant du postulat, il n'y a plus de place dans le parking. Non, mais je ne suis pas monté pour le rencontrer. En revanche, c'est lui qui. C'est ces chansons qui, à l'époque, me plaisaient. Le personnage me plaisait parce qu'il avait une façon de se mouvoir qui était sympa, qui plaisait pas seulement aux jeunes filles, qui plaisait aux mecs, voilà, que je revendique être encore. Hein. Et donc voilà, j'ai appris la musique, ce qui m'a permis, comme il n'y avait pas aujourd'hui, on peut faire des maquettes, habiter Toulouse, habiter Saint-Brieuc ou Mulhouse, et pouvoir faire son disque. À l'époque, tout passait par Paris, parce que toutes les maisons de disques étaient à Paris, il n'y avait pas de décentralisation. Donc c'est ce qui m'a donné l'occasion de venir m'installer à Paris. Et puis... voilà, en tirant les sonnettes à gauche à droite, c'est comme ça que j'ai rencontré Carlos, qui m'a engagé. Ça a été, j'ai rencontré le producteur de Carlos, qui m'a fait faire mon premier disque, le Je cours après l'amour, dont je me souviens plus, je me souviens du titre, mais je me souviens plus des paroles, même pas de la mélodie, je suis désolé. Et donc voilà, et comme bon, mes disques ne marchaient pas, que j'ai pas rencontré de gros succès, le goût des tartines, c'est le seul qui a à peu près fonctionné, j'en ai vendu 3000. Voilà. C'est pas mal déjà. Voilà, et les autres, j'en ai vendu 2, un à ma mère et voilà. Bah oui, mais c'est bon, mes pauvres parents prenaient pitié de leur fils. Voilà, c'était au lieu de me donner de l'argent de poche, ils achetaient mes pauvres disques. Voilà. Donc, et comment est arrivé le moment où il vous a embauché, où il en a parlé? Alors le moment, ça s'est passé au cours d'une fâcherie avec Carlos. Toujours Carlos, il nous a présenté en 72 et il m'a fait mettre le pied à l'étrier avec Claude François 8 jours avant sa mort.
parce que j'étais en tournée, un podium, le seul et unique podium d'Europe 1 mis en place. Enfin, il y avait un podium chaque été, un podium qui durait 3 mois itinérant. Je l'ai fait avec Dave, avec Adamo, voilà, que je citais pas tout à l'heure, avec Carlos plein de fois, avec François Valéry, enfin bon. Et le seul podium d'hiver qui a été fait, c'est avec Carlos. C'est-à-dire que bon, au moment où c'était la tournée des stations de sport d'hiver, c'est-à-dire au moment de la fermeture des remontées mécaniques vers 4h30, 5h, en février 78 donc, on chantait, Carlos chantait dans les patinoires ou en plein air, voilà, donc donnait un spectacle, voilà, il y avait 200, 300 personnes qui redescendaient avec leur ski sur l'épaule, et au bout de, je sais pas, on a dû démarrer cette tournée autour du 15 février, il y avait peut-être 8-10 jours qu'on était en tournée, je me souviens, c'était à Morzine. Je pique avec le pianiste Eric Gemsa, mon copain Eric, qui était pianiste de Carlos, on pique la voiture des danseuses de Carlos. Carlos avait aussi des danseuses. Ah oui. Ah bon. Et on pique la voiture pour aller dans une autre station, je ne sais plus où, pour aller draguer. Et donc, et on plante dans la boîte dans laquelle on était les 3 des 4 danseuses de Carlos. Sauf qu'elles sont allées se plaindre le lendemain, bon, voilà, il nous a laissé, on est rentré seul dans la neige, ils avaient piqué la bagnole, enfin bon, voilà. Et Carlos me fait un pataquès. Et ce jour-là, j'étais mal luné. Je dis à Carlos, puisque c'est ça, eh ben, tu restes avec tes danseuses, tu les prends avec toi dans ta bagnole, voilà tes costumes de scène, moi je me barre. Et je suis parti de Morzine. J'ai transité par Lyon, j'ai passé 24 heures ou 48 heures à Lyon chez mes parents et je rentre à Paris. Le premier coup de fil, à l'époque on n'avait pas de portable, le premier coup de fil que j'ai chez moi, c'est un dénommé Denis Perrin qui travaillait à Podium. Alors je ne sais plus, il était, tu l'as connu Denis, oui, toi aussi tu l'as connu, hein, Christine. Voilà, Denis Perrin qui m'appelait pour avoir un rendez-vous pour Carlos, pour lui faire un papier dans un futur podium. J'ai dit à Denis, que je connaissais bien, je lui ai dit, écoute, non seulement tu as beaucoup de chance de m'avoir au téléphone parce que je suis censé ne pas être à Paris, puisque je suis censé être ce soir, je lui cite la station où j'aurais dû être, les Deux Alpes, ou je sais pas, et je lui ai dit, en plus de ça, je ne t'accorderai pas de rendez-vous pour Carlos, puisque je ne travaille plus avec lui. Donc, il me dit, ah bon? Je lui dis, oui, je me suis fâché avec lui pour une histoire de nana, machin, bon. Et en 2 mots, il me dit, mais tu vas chercher, tu cherches du boulot? Je lui dis, bah, pas tout de suite. Il me dit, parce que Claude cherche un secrétaire. Je lui dis, oula, surtout pas. Parce que je connaissais Claude, la réputation des collaborateurs. Moi, Claude, bon, il était adorable avec moi, mais je l'avais vu à l'œuvre dans des répétitions avec son personnel. Il n'était pas toujours très tendre. Il faut bien appeler un chat. Bon, c'était pas toujours évident. Donc, il fallait souvent la remettre dans, voilà, la remettre dans tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Bon, voilà, je voulais pas. Et puis, il me dit, bah écoute, au pire des cas, si tu cherches du boulot, si tu veux, si tu changes d'avis, tu téléphones de ma part à Nicole Gruyer. Bon. Je laisse passer 3, 4, 5 jours. Au bout de 5 jours, je commençais à tourner en rond. J'avais un peu d'économie, mais je me dis, bon, c'est un peu couillon. Puis moi, connaissant Claude, étant le copain, entre guillemets, enfin copain, j'ai jamais été copain comme cochon, mais disons que bon, on s'aimait bien, on se saluait. Quand il me voyait de loin, on s'est vu aussi souvent au bar de l'Olympia chez Marilyn pour la rencontre des jeunes giscardiens, machin. Bon, chaque fois on se faisait des coucous, on se serrait la main, on échangeait 3 mots. Je me dis, avec moi, il va pas être comme avec les autres, puisque bon, voilà, on est copains, donc je prends mon courage à 2 mains, et au lieu de téléphoner à Nicole Gruyer, parce que je voulais pas, je me dis, bon, je vais écrire, je la joue à l'ancienne, et j'écris. J'habitais à l'époque à 2 pas de là, j'habitais rue de Rémusat, en face du pont Mirabeau, dans le 16e. Et j'envoie une lettre à Nicole Gruyer, et 48 heures plus tard, le téléphone sonne, et c'est Nicole Gruyer au téléphone, qui me dit, vous êtes toujours libre, bonjour, je suis Nicole Gruyer, je suis la secrétaire de Claude François, est-ce que vous êtes toujours disponible? Je lui dis, bah écoutez, oui,
jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas retrouvé de travail. J'en ai pour tout vous dire, j'en ai pas cherché, à part la lettre que je vous ai adressée. Elle me dit, est-ce que le poste chez Claude François est toujours vacant? Est-ce que vous souhaiteriez le rencontrer? Je lui dis, bah oui. Et elle me dit, c'est là où, bon, j'ai pris un coup de marteau sur la tête, parce que le premier rendez-vous qu'elle me demande, c'était ce fameux vendredi 3 mars. Elle me dit, est-ce que vous seriez libre, disponible ce soir entre 23h et 23h30? Alors il y a un long silence, parce qu'attends, les rendez-vous à 23h30, bon, j'en ai donné plein à des petites amies que j'avais, mais bon, je suis en train de démonter ton siège. Et donc bon, bah, je lui dis ok, je serai au rendez-vous. Donc je suis allé au rendez-vous. Au revoir Olivier. À bientôt Olivier. Donc je suis arrivé et c'est là où j'ai fait la connaissance de Pablo. Bon, Pablo il était au courant qu'il y avait un rendez-vous, que Claude allait arriver. Donc il est arrivé avec ses fameuses Ray-Ban à minuit moins le quart. Il était à la bourre, à minuit moins le quart, la porte s'ouvre, je vois passer devant moi, mais un ouragan, il prend l'escalier en face de la porte d'entrée, il monte dans son bureau, il dit bonjour à personne, il passe comme un malade. Et je regarde, j'interroge du regard Pablo. Pablo me dit t'inquiète pas, il est toujours comme ça, mais bon, il n'est pas méchant. Je dis je sais, je le connais. Bon. Et Pablo m'explique, il me dit ben, il va t'appeler dans un moment dans son bureau. Tu verras, c'est la porte en face au premier étage. Alors il me dit surtout la porte sera sans doute fermée. Tu appuies, il y avait un truc, sonner, attendez, patienter, je sais plus. Voilà, il y avait 4-5 trucs. Voilà, bon, je suis en train de prendre une douche. Mais bon, voilà, il y avait un feu rouge et un feu vert. Il y avait un feu rouge, un feu vert, un feu orange. Mais moi j'avais le permis, donc je pouvais passer n'importe quelle couleur. Je suis pas daltonien qui plus est, donc. Et donc je suis arrivé, je sonne, bon, il m'a appuyé sur le verre, je suis rentré, voilà, bon, et il était derrière son bureau, debout, avec tout un tas de paperasses, et il y avait dans un coin, bon, une épaisseur comme ça, des chemises, des dossiers. Il relève la tête, il me tend la main, il me dit salut, il me dit mais qu'est-ce qui se passe avec Carlos? Il paraît que tu ne travailles plus avec Carlos. Je lui dis bah non, si je suis là, c'est que je ne travaille plus avec Carlos. Il me dit, bon, bah écoute, alors il ne me parle ni de salaire, ni il me demande mon avis. Il me dit, bon, on va y aller, prends ça, on va y aller, tu vas m'accompagner au moulin. Voilà. Donc, il décroche, il ne me demande pas si je suis libre, machin. Bon, voilà. Il décroche son téléphone, il dit à Pablo, dans 5 minutes, tu fermes le bureau, Pablo. Parce qu'il a voulu que Pablo vienne avec nous. Donc, bon... on sort, je descends avec les chemises sous le bras. Moi j'avais la mienne de chemise, mais les siennes sous le bras. Et donc Pablo ferme le bureau, la Mercedes était devant en double fil. Il monte au volant, je monte à côté de lui, Pablo derrière. Et nous voilà partis, il fait le tour à la porte d'Auteuil, il prend le boulevard, il contourne le terre-plein central. Et arrivé au carrefour de, je sais plus, de la rue du Général de L'Estrin, la rue Erlanger, là où Mac Brown s'est suicidé. Voilà, là il me montre un immeuble, il me dit tu vas revenir là, c'est le 86, il me dit là tu vas revenir là, je vais chercher Kathleen, je vais chez moi chercher Kathleen, tu vas revenir chercher ma mère. Et tu reviendras nous chercher avec Kathleen et on partira au moulin. Bon. Donc, on arrive... À l'époque, elle habitait encore au 86. Au 86, après, elle était au 133, après. Au 133, chez Josette. Oui. Voilà. Mais au 86, elle habitait encore avec sa fille, avec Josette encore, mais au 86. D'accord. C'était beaucoup plus petit. Donc, attends, qu'est-ce que j'étais en train de raconter comme sottise Kathleen, alors voilà, oui, je le dépose. Entretien d'embauche. Voilà. Je le dépose, il monte chez lui. Il y avait d'ailleurs, peut-être que vous étiez là, il y avait
3-4 filles qui étaient là. Bon, il s'engouffre dans son immeuble. Moi, je reprends la voiture. Entre-temps, bon, il avait prévenu sa mère, très vraisemblablement, puisque j'arrive au 86. Il n'y avait pas encore de code. Elle était au 4e étage. Donc, je suis monté au 4e étage. Et au 4e étage, au moment où je suis arrivé, la porte s'ouvre, elle descendait avec un sac. Donc, on descend. Je me présente. Maintenant, bon... on repart, on refait le tour, je reviens au 46, et là il descend avec Kathleen, et donc je monte derrière, parce que c'était toujours lui qui conduisait. Kathleen était le passager avant, lui il conduit, moi je me mets derrière avec Pablo, et donc sa maman, et donc nous voilà partis à... Et là aussi j'ai une anecdote, je sais pas, il y en a certains qui ont lu mon livre, qui sont arrivés jusque-là ou pas. On arrive à la sortie numéro 13, je crois, la sortie de Célie-en-Bière, qui conduit à Danemois. Et là, il tombait des hallebardes, mais vraiment une pluie battante. Il s'arrête au stop avant de tourner à droite, et là, boum, boum, badaboum. Mais il y a un tsunami sur la Mercedes. Et comme il avait eu un attentat, je sais pas, 6-7 mois plus tôt, 6-7 mois plus tôt, je me dis putain, il y a 1 heure que je bosse avec lui, j'avais pas mon casque lourd, ni mon gilet pare-balles, je me dis merde, je vais y laisser ma peau, pour Clo-Clo, je vais y laisser ma peau. Et donc lui, calmement, il appuie sur le bouton, il baisse la glace en disant mais vous êtes folles, et les filles, il y avait 5-6 filles, tous les cheveux tout collés, machin. Alors, il a distribué quelques bises, voilà, il a distribué quelques bises, il a dit... la main, bon, il y en a 2-3 qui ont suivi, qui patinaient sur la chaussée mouillée, il a remonté la glace, et on est arrivé au moulin, là il donne un grand coup de klaxon, et là, je sais plus qui nous a ouvert, si c'est sa mère, il donne un grand coup de klaxon, il était 1 h du matin, mais on est rentré par la rue du Moulin, on n'est pas rentré par la rue de Pré. Voilà, parce qu'il pleuvait, voilà, il voulait pas mouiller ses cheveux, et donc voilà la rencontre avec Claude François, mon entretien d'embauche. Donc je l'ai laissé là parce que ce week-end il y avait le docteur Klein, il y avait Marie-France Brière qui était invitée, qui était la directrice des programmes d'Europe 1 à l'époque. De mémoire, il y avait, je sais plus qui il y avait Villeneuve, Charles Villeneuve avec Geneviève Leroy, que j'ai revu dans un avion en rentrant de Ville-Maurice, quelques années après le décès de Claude. Elle était avec Charles Villeneuve, elle rentrait elle aussi de Port-Louis, de l'île Maurice. On a voyagé ensemble, donc voilà, c'était la dire. Alors Geneviève Leroy, tu vas me demander de citer qui c'était, la directrice de Podium. Voilà. Donc voilà. Et puis le week-end d'après, je devais le reconduire au moulin après les rendez-vous du dimanche, qu'il n'a jamais fait, puisque bon, il est décédé avant même de sortir de chez lui. En revanche, je suis allé le chercher le vendredi soir, le 10 au soir, au Bourget, où il était parti par un avion de ligne, et il est rentré avec Jean-Pierre Toucas, son pilote, il est rentré en avion privé. Le retour de l'ESA? Le retour de l'ESA. Voilà, je suis allé le chercher au Bourget, où il m'a engueulé, parce que bon, fallait toujours mettre la Mercedes au plus près, j'avais eu les autorisations d'arriver sur la piste d'atterrissage, voilà, bon, avec la voiture, parce que c'était monsieur Claude François, donc on avait le droit. Donc, et au moment où j'étais en train de manœuvrer pour mettre la voiture, mais vraiment au plus près de l'escalier d'où il allait descendre, je l'entends hurler, mais pas comme ça, il faut que tu avances ou que tu recules, ne tourne pas le volant, voilà, tu vas bousiller l'assistance. Voilà, parce que bon, paraît-il que si une direction assistée, si on la
contredistion, si on l'utilise sans avancer au pas, on risque de la... Voilà, enfin, ça a été son truc, ça a été ma première engueulade. Voilà. Il y en a eu une autre que je dévoilerai pas là. Il faudra lire mon bouquin qui est quelques heures plus tard, enfin quelques heures, 1h30 plus tard, après être rentré du Bourget, par rapport à une indiscrétion que j'ai eue, qui concerne le moulin, et j'avais l'habitude, moi, avec Carlos, de parler ouvertement devant les gens, sans craindre de révéler un secret. Et là, bon, quand il m'a posé une question bien précise, j'ai répondu ce qui s'était passé au moulin avec Choufa dans l'après-midi, mais qu'il se tracasse pas, que tout irait bien, que son week-end ne pâtirait pas de ça. Voilà, et quand j'ai donc parlé devant Marie-Thérèse qui était là, qui rentrait avec nous, et Jean-Pierre Toucasse, entre le Bourget et le 46, et le fait que je révèle, l'indiscrétion que je ne révélerai pas là, qui est dans pour ceux qui ont mon livre la découvriront, il est évident que ça a été une engueulade, voilà. Mais le lendemain, quand je suis arrivé à 13h, on s'était donné rendez-vous à 13h, je suis monté avec Marie-Thérèse. Marie-Thérèse habitait rue Chanès, juste derrière les bureaux. Et on est arrivé, on a pris un thé, il était sur la terrasse, il faisait beau le 11 mars, il était sur la terrasse avec Kathleen, j'ai bu un thé avec lui, et c'est là où je lui ai dit, bon, si tu veux passer, parce qu'il me dit, on va aller chez Marquino avant d'aller au but de Chaumont, chez Drucker. Il était sur la terrasse Il était sur sa terrasse. Et Marie-Thérèse? Toi? Moi j'étais avec Marie-Thérèse, on est monté. C'est marrant parce qu'on parle jamais de toi. On dit toujours qu'il était avec Marie-Thérèse. Qu'ils étaient deux. Moi j'ai refusé plein de témoignages le premier témoignage que j'ai fait, et j'en ferai plus parce que bon, on a coupé c'était le truc de Delahousse dans lequel je suis passé il y a quelques mois, on a coupé tout ton... Ouais, bon, j'ai fait 3 heures d'interview où je parle de... Mais ça, c'est les journalistes, moi ils sont venus ici, ils m'ont interviewé 20 minutes, une demi-heure. Et on m'a tout coupé, donc bon, mais j'ai toujours refusé, si tu veux, de faire des témoignages, parce que comme je disais tout à l'heure, bon, j'ai été pas témoin de sa disparition, mais j'ai été avant les Claudettes, avant les musiciens, avant les fans, avant tout le monde, j'ai été avant Bourterre, avant tout le monde, je l'ai vu mort, c'est-à-dire que bon, il est mort, il devait être grosso modo, je ne veux pas dire de conneries, mais 14h45, voilà. 14h45 quand il est mort, et moi je l'ai vu à 3h30, il n'avait pas eu, son décès n'était pas constaté depuis 1 heure encore, donc il était roulé dans un drap, enfin une espèce de plaid blanc, par terre, ouais, il n'était même pas sur son lit encore, et il avait, puisque tu l'as vu, il a, je crois, c'est la main droite ou gauche ou droite, la main droite recroquevillée avec les bouts de doigts brûlés. Il est resté scotché à l'applique, voilà, donc... Voilà, donc c'est... Je sais pas, je veux bien répondre à d'autres questions, s'il y en a, sinon... Oui, allons-y. Et comment s'est déroulée en fait la semaine? Donc du 3 mars jusqu'à... Alors la semaine, vous la découvrez, vous avez commandé mon livre? Oui, mais voilà. J'avoue que je ne l'ai pas lu parce que je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Ah ouais? Mais j'ai fait quelques recherches quand même. Mais ici, il y en avait, mais bon, c'est... Qu'est-ce que vous avez fait exactement auprès de lui, en fait? Ce que j'ai fait auprès de lui, alors je suis allé le mardi soir, on a dîné, mais j'ai pas dîné à sa table, j'ai dîné avec un copain chez les frères Minchelli, c'est une lettre près mon nom, moi je m'appelle Minchella. Les frères Minchelli, c'est les propriétaires, c'était à l'époque les propriétaires du restaurant Le Duc, qui se trouve boulevard Raspail. On parlait de la Fondation Cartier tout à l'heure, c'est quasiment en face de la Fondation Cartier. C'est un restaurant de poissons, et là il avait rendez-vous avec une journaliste, Jacqueline Cartier, qui a fait paraître son interview le 15 mars, le jour de ses funérailles, l'interview. Et donc, ce jour-là, il y avait dans ce restaurant, d'ailleurs il a été salué, il y avait Lino Ventura qui mangeait avec des amis,
Très gentil, Dino Ventura. Voilà, donc... J'ai eu la chance de le rencontrer. Voilà, donc, bah, moi aussi, mais bon, je l'ai pas côtoyé, mais je l'ai vu ce soir-là, et Claude l'a salué, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Le mercredi, avant de le déposer à Orly, quand il a pris son avion de ligne pour partir sur Genève à l'Aisin, il partait avec un avion de ligne. Le mercredi soir, donc il est resté à l'Aisin jeudi, et il rentrait le vendredi soir avec son avion particulier. Le mercredi, on était 44 rue Legendre, on a passé l'après-midi. Interphoto, ça s'appelle 44 rue Legendre, et il a fait la photo avec les Claudinettes, les gamines de Prisca. Oui. On a fait tout l'après-midi. D'accord. Les différents âges des Claudettes, quoi. Voilà, c'est ça, c'était l'école de Prisca. Oui, les Claudinettes. Donc j'ai fait ça de mémoire. Bon, moi je suis précis dans mon livre parce que j'ai gardé tous mes agendas d'époque. Là, brûle pour point, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens qu'il m'a envoyé le mardi matin, donc en revenant, je suis allé le chercher le lundi au moulin, le 3, 4, 5, le lundi 6, je suis allé le chercher au moulin, je l'ai ramené avec Catherine, et puis c'est pareil, il avait aussi une manie. Dès qu'il montait dans la bagnole, c'était les Ray-Ban et le pare-soleil baissé. Pour pas que le mec qui roulait devant lui, en regardant dans son rétro, le reconnaisse. Le mec qui regardait dans son rétro voyait une Mercedes qui le collait, mais ne voyait que le bas du visage, donc il savait pas si c'était Tartampion ou Claude François. Voilà. Il baissait aussitôt le truc. Comme les fauteuils sont sur la bonne place. Voilà, donc... Sur le boulevard, tu sais, il faisait ça. Mais nous, quand on courait après la voiture, bah, les gens regardaient qui c'était dedans, ils voyaient qui c'était. Oui, mais enfin bon, de toute façon, comme il s'arrêtait 100 mètres plus loin, après pour aller chez Flèche. Et donc... je sais plus ce que je voulais dire. Je passe Combien de temps vous avez... son fauteuil. Ah, j'ai eu droit à une note de service. Une note de service qui est carabinée, mais une note de service qu'il a dû me dicter le 7 ou le 8. Je sais pas, je t'avais envoyé la photo de cette note de service où il dit j'en ai marre que tu... Parce que chaque fois qu'il prenait la voiture derrière moi, ah ouais, pour le fauteuil, là. Voilà, bon, je déréglais parce qu'il avait les jambes plus courtes que moi, donc moi je reculais le siège, j'y reprenais, et ça l'indisposait de devoir régler de nouveau, remettre le siège et donc il m'a mis dicté une note de service du style j'en ai marre que tu touches à mon siège et au rétro intérieur, extérieur, tu dérègles tout dès que tu prends ma voiture, tu dois savoir qu'on n'a pas la même longueur de jambe et dorénavant on n'aura jamais la même longueur de jambe. Il dit ça sèchement. C'est parce qu'il aurait pu dire tes jambes pour qu'on soit la même taille. Et cette note de service, elle a été lue, paraît-il, sur Europe 1, je ne sais plus, un matin, au cours d'un hommage à Claude François. Alors, c'était pour vous dire que le mardi matin, il m'a envoyé aussi, il avait une nana qui lui cassait les bonbons, passez-moi l'expression, de façon drastique, qui habitait à Orly, et qui avait acheté, en poussant son caddie, elle avait acheté un truc, les plus grands succès de Claude François par l'orchestre de Jean-Claude François. Alors, c'était écrit par l'orchestre de Jean. Alors, Jean, c'était écrit comme ça, il fallait une loupe pour le lire. Claude François, alors, on voyait deux fois Claude François et cette bonne femme. Elle avait tourné le disque, elle avait regardé, et elle avait vu, c'était un instrumental de 12 titres de Claude François, mais c'était à la trompette, c'était Jean Borelli, tu vois, un truc. Et donc, elle arrêtait pas d'appeler chez Flèche, et lui, il lui avait promis un disque, et un mardi, le mardi 7, il m'a donné ce disque qu'il lui avait dédicacé. Elle a eu en primeur le dernier disque où il est avec le chat, le disque d'Alexandrie et de Magnolia, le 30 cm bleu, là, il lui a dédicacé. Je suis allé dans une barre, dans une tour, donner ce truc à cette bonne femme. J'ai fait d'ailleurs un triomphe en arrivant là-bas, parce que j'y étais allé avec
avec la 404 des musiciens, qui était flèche, mauve, avec les sigles flèches. Bon, voilà, tout le monde était aux fenêtres en train de regarder la bagnole. Voilà, donc, alors j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus, il cherchait aussi, il a communiqué un matin, il m'a embarqué dans la bagnole, on est allé jusqu'à la porte de la Muette, sur les extérieurs, sur les maréchaux, à la porte de la Muette, il s'arrête, il regarde, et il téléphone de sa bagnole, et il appelle Nicole Gruyer pour lui dire voilà, je te confirme bien, j'avais raison, je te confirme bien que Thierry de Surmont, que je connaissais, qui était un avocat, l'avocat de Charles Marouani, l'avocat du showbiz, et qui était manifestement en affaire avec Claude aussi, il dit à Nicole, je te confirme bien, une fois de plus, j'ai raison, j'ai toujours raison, je te confirme bien que Thierry de Surmont, il est à tel numéro du boulevard Suchet. Voilà, puis on a refait le tour, on est revenu par la rue d'Auteuil, on est passé par une toute petite rue qui est fermée, je crois, aujourd'hui, qui passe devant Jean-Baptiste Say, la rue du Buis, je crois qu'elle s'appelle. Une petite rue, on est revenu par la rue Chardon-Lagache, voilà, et donc il est retourné chez lui, et moi je sais plus, je suis allé garer la bagnole. Alors la voiture, il avait dans les années 60 le parking boulevard Suchet, mais moi quand j'ai travaillé avec lui, il avait 2 emplacements de parking derrière les bureaux rue Chanaz. On garait là la voiture de Flèche et la Mercedes. Voilà. Grande qualité de Claude François. La plus grande qualité de Claude François, sa générosité, je dirais. Sa générosité. Tout à l'heure, en cadeau de bienvenue, il s'est éclipsé 5 minutes. Et il est revenu avec ses 2 bouteilles de coteau champenois que j'ai bu 10 ans plus tard. D'accord. J'ai fait un livre, c'est pareil. Vous savez qu'il y a des expositions à l'État, un personnage que je propose. Attends, moi je suis là, mais je remonte là-haut. Mais là, l'autre, elle n'existe plus là. Vous Marseille. Ah, c'est Marseille. C'est Marseille. Merci d'avoir accepté et passé du temps. Et vous êtes déplacé. Mais aussi, moi aussi, avec la voix aussi. Je t'appelle, comme ça tu vas avoir mon numéro qui va faire.